Bonjour à tous. Je ne sais pas si je vais avoir l'enthousiasme aussi communicant que notre collègue de Roumanie. Et je vais revenir un petit peu plutôt autour du cœur du musée, que sont les collections. Et on a parfois cette image que les réserves d'un musée en sont le poumon. Et donc, de façon liminaire, je donnerai quelques phrases du rapport de Célestine Housset, qui avait fait un Master 2 sur la question des réserves visitables. Et pour dire que la réserve du musée est un espace complémentaire des espaces d'exposition du musée. Elle est au moins aussi importante puisqu'elle renferme la grande majorité des collections et que la mise en réserve des collections n'a pas pour but de thésauriser mais de classer, protéger et entretenir les collections pour les remettre en circulation pour l'étude, la contemplation et l'éducation du public. De ce fait, la réserve fournit les conditions nécessaires à leur étude, à la diffusion, et dans ce sens, elle leur donne toute leur légitimité. Alors, les réserves sont aujourd'hui, c'est un programme qui fait l'objet d'une attention particulière dans tous les nouveaux projets de musée, sans doute après le rapport du sénateur Richert en 2003. Mais moi, je vais m'appuyer sur mon expérience personnelle et sur un exemple de réserve qui a sans doute été pionnier, puisque 20 ans après leur ouverture, les réserves du musée des Arts et Métiers où je travaille restent toujours une référence. Ici, une petite image du musée rénové, puisqu'elles sont intimement liées au chantier de rénovation de ce musée bicentenaire qui est situé à Paris, dans l'ancienne abbaye de Saint-Martin. Quelques images aussi pour rappeler que le début de la visite aujourd'hui se fait dans une ancienne réserve qui était notre dite réserve physique, qui était loin de posséder les conditions que l'on attend d'un équipement de réserve. Alors, elles avaient bénéficié d'une programmation aux besoins exprimés par les équipes du musée, un programme qui reposait sur 3 fonctions qui en font plus qu'une réserve, mais plutôt un pôle de conservation, avec des magasins de stockage pour la fonction conservée, qui occupe 5500 m², donc vraiment la part du lion, des ateliers de restauration pour 500 m² et une salle d'accueil des chercheurs qui ne fait que 56 m². Alors voici une image une perspective due à l'architecte François Deslogier, qui est le maître d'œuvre retenu, choisi et qui livre cet équipement en 1994. Avec une petite image ici, une coupe sur le bâtiment qui vous montre qu'il est conçu sur deux niveaux. Le programme de ce centre de ressources prévoyait 3 services essentiels. Outre l'atelier de restauration déjà cité, le service de l'inventaire qui regroupe la base de données des collections et les dossiers d'œuvres, et la régie des œuvres, qui est un service important, et vous verrez dans tous les musées, mais spécifiquement pour le fonctionnement de la réserve. Aujourd'hui, il y a 19 personnes du musée qui travaillent en permanence sur ce site. Le terme de réserve visitable est toujours un terme qui peut poser question. Ici, en vous montrant quelques images, vous verrez assez vite que ce bâtiment qui est conçu avec une esthétique, on va dire, industrielle, n'est pas une nouvelle salle du musée, mais il s'agit bien d'y optimiser le stockage, de respecter des critères de conservation. Il y fait donc une température maintenue en permanence autour de 18 degrés, et qu'il ne s'agit pas non plus d'une galerie d'études, un terme qui peut renvoyer à d'autres expérimentations tentées dans les musées, sur lesquelles je vais revenir. Donc ici, vous voyez du stockage en rack et des allées qui peuvent paraître assez larges, mais qui sont en fait strictement calibrées en fonction des chariots élévateurs qui nous permettent de descendre les palettes. Et puis d'autres stockages plus adaptés à des collections de petite taille, avec des conditionnements plus spécifiques réalisés pour certaines collections précieuses, comme les collections d'horlogerie. Et ici, vous voyez un de mes collègues en train justement
de déplacer ses collections avec un chariot élévateur, ce qui implique donc en permanence la présence de personnel disposant d'un permis CACES pour manœuvrer ce genre d'engin. Donc, quel public dans les réserves? On pourrait dire qu'il y a le public des professionnels, qui peuvent être d'abord les autres personnels du musée, les responsables de collection, le service pédagogique, des publics professionnels qui soient collègues de musée, de futurs professionnels que sont les étudiants des différentes formations en conservation-restauration, en histoire des techniques, en histoire de l'art, des chercheurs. Et ensuite, il y a ce qu'on a coutume d'appeler le grand public qui peut venir soit au moment d'événements spécifiques comme les journées du patrimoine, qui sont toujours un temps très fort, et puis pour des visites régulières, qui sont à la demande du Conservatoire des Arts et Métiers, puisque le musée, j'ai oublié de le dire, fait partie d'un ensemble plus important, Conservatoire national des Arts et Métiers, qui est un établissement de formation et de recherche, et qui fait régulièrement également visiter son patrimoine, non seulement dans ses salles d'exposition permanentes, mais également dans les réserves. Alors, comme je vous disais, les premiers utilisateurs de ces réserves, ce sont les responsables de collection, comme moi, qui est un bureau à Paris et non pas à Saint-Denis, que le programme en fait avait bien pris en compte toutes les questions de conservation, de restauration, mais certainement pas assez la question du travail quotidien des personnels, et le nombre de bureaux a dû être augmenté, soit en réaménageant certains espaces, et même actuellement nous avons des collègues qui sont externalisés dans un autre bâtiment. Donc il y a une petite adaptation à faire, mais néanmoins cette disponibilité des collections et la base de données qui est notre outil de travail principal ont complètement transformé le travail, ce qui est encore renforcé par les campagnes de récollement, et nous ont permis de réellement connaître beaucoup mieux et d'étudier, de documenter la collection. Ce travail qui se révèle à travers les publications de mes collègues, que ce soit la thèse que Lionel Dufaux a consacrée aux collections ferroviaires, ou les nombreux articles de ma collègue Marie-Sophie Corsi sur les collections, en particulier de photos, de cinéma, qui sont le cœur de ces études. Mais dans les publics scientifiques au sens large, nous accueillons encore beaucoup de professionnels de musées en région ou à l'étranger. Cette année, pour ma part, j'ai reçu les collègues des musées de Calais, de musées étrangers, puis de très nombreux étudiants de l'école du Louvre, tous les ans, du master de conservation-restauration de Paris 1, de Paris 7, du Master 2 du Muséum d'Histoire naturelle, des élèves d'écoles professionnelles en horlogerie, par exemple, qui viennent régulièrement nous voir parce que notre collection est importante. Voilà, du Master 2 de l'Université de Rennes également. Pour ce qui est du grand public, j'évoquais les journées du patrimoine. Les réserves sont ouvertes et non plus seulement le musée, depuis 2004, avec le concours du comité départemental du tourisme de la Seine-Saint-Denis, qui est un partenaire essentiel pour nous, puisqu'il met à disposition des agents d'accueil son site de réservation, et à ce moment-là, tous les personnels de la réserve, caristes, documentalistes, restaurateurs, responsables de collection, se mobilisent pour assurer des visites en réalisant un parcours. Depuis 2013, nous ouvrons également le vendredi pour l'opération Les Enfants du patrimoine. Vous avez ici quelques images de l'accueil des groupes. Voilà.
Et cet accueil se fait avec une préparation importante, un balisage, la réalisation d'un livret pour donc tous ces personnels qui n'ont pas l'habitude de faire d'opérations de médiation au quotidien, la projection du film d'Isabelle Clarke sur la rénovation du musée également pour nous servir un peu d'espace tampon et juguler le passage des différents groupes. Donc, vous avez ici ce petit plan qui fait partie de nos documents de travail, donc qui permet de parcourir les différents espaces, à la fois magasins de stockage, ateliers de restauration, voire lorsqu'il est le studio photo, etc. Nous sortons aussi des objets de façon thématique pour éclairer tel et tel aspect de la collection et également de l'histoire des techniques. Et ici, c'est un peu de nos collections liées à la question de la communication et du téléphone qui est mis en place. Alors, au-delà de cet événement qui est assez ponctuel, nous réalisons également, avec le concours du comité départemental du tourisme et des contacts qui ont été initiés depuis 2003 et renforcés à partir de 2007 sur des opérations qui étaient menées en fait en Seine-Saint-Denis autour du patrimoine vivant et qui visaient à mettre en relation certains aspects de la collection avec des entreprises et des lieux de la Seine-Saint-Denis. Pour ma part, j'avais travaillé un peu autour de la question du verre plat et des collections qui sont liées à ce thème, qui comprennent aussi bien des outils, des modèles réduits, des échantillons, des exemples de vitraux. Et ça avait été coordonné avec une visite des vitraux de la basilique de Saint-Denis et une conférence donnée par le responsable du Centre européen de recherche de la Société Saint-Gobain, qui se trouve à quelques mètres de nos réserves sur la commune d'Aubervilliers. Alors ces visites qui étaient baptisées « Voyage au cœur des techniques » se sont un petit peu étiolées et depuis quelques années, depuis 3 ans, nous n'organisons plus que des visites plus générales des réserves avec le comité départemental du tourisme en mettant vraiment l'accent sur les métiers de la réserve. Et sur la conservation préventive et la restauration, plutôt que de faire en fait de ces réserves une sorte de salle d'exposition bis où, puisque les lieux, comme vous l'avez vu, ne se prêtent pas à une présentation permanente. Les objets sont classés en fonction de leur masse, de leur dimension et non pas selon l'objectif d'une présentation. Et donc nous avons souhaité en fait nous repositionner sur cette question plus professionnelle en fait, ce qui n'empêche pas du tout la demande des visiteurs. Depuis en 2017, donc 374 personnes sans aucune autre, je dirais, qualité que celle de leur curiosité ont pu visiter les réserves de ce point de vue-là, et je pense que ce chiffre sera dépassé puisque mon collègue me donnait le nombre de 266 personnes entre janvier et avril 2018. Donc la preuve qu'il y a vraiment une demande et un intérêt en effet pour nos métiers du musée. Pour vous donner quelques autres nombres, 75 personnes sont venues par le biais du conservatoire. Donc ce sont à la fois les nouveaux arrivants au conservatoire qui visitent les réserves dans le cadre d'un accueil qui peut être fait au niveau de l'établissement. Et nous avons reçu 50 étudiants, collègues de musées, etc. et 12 chercheurs pour des consultations qui sont, elles, alors beaucoup plus inscrites dans nos pratiques professionnelles classiques. Donc, consultations dans le cadre soit d'un projet d'exposition, d'un projet de recherche sur un objet en tant que tel. Pour vous donner un exemple, une collègue allemande qui travaille sur la conservation des textiles en verre filé et qui est venue étudier un échantillon
de 1838 qui est en réserve et que l'on a sorti et étudié ensemble. Alors, les questions qui se posent, eh bien, c'est beaucoup, je dirais classiquement, la dimension de sûreté, les problèmes d'entretien, de régulation du climat, d'empoussièrement, etc., qui peuvent être causés. Ils ne sont pas vraiment, en fait, enfin, ils sont bien gérés dans la conception même du bâtiment, en fait. Mais néanmoins, il ne faut pas se cacher que ça prend beaucoup de temps, en particulier à mes collègues dans les ateliers de restauration qui évidemment sont très sollicités parce que ces aspects-là intéressent beaucoup le public. Il y a toujours beaucoup de questions et qu'ils le font avec aussi beaucoup de talent. Je dirais, pour avoir visité récemment le CCR à Marseille, qui est le pôle de conservation du MUSEM, et qui a développé une stratégie un peu différente avec un espace qu'il appelle l'appartement témoin, dans lequel pénètre ce public accompagné, mais qui est complètement distinct et autonome de ces réserves, magasins de stockage proprement dit, dans lesquels aucun public ne pénètre, si ce n'est en fait le personnel des réserves, et qui réalise donc dans cet espace appartement témoin des visites qui sont guidées par les personnels uniquement. Donc, alors qu'à Saint-Denis, dans nos réserves au Musée des Arts et Métiers, nous avons fait appel finalement à une conférencière formée évidemment par nous, mais pour pouvoir gérer, puisque c'était beaucoup trop chronophage en fait pour l'équipe pour le faire. Mais je dois dire que c'est assez séduisant. Une autre option que nous avons cherché à développer, c'est la réalisation d'une exposition temporaire au musée cette fois-là, mais pour parler de nos métiers et de tous ces aspects professionnels cachés, mais qui intéressent finalement le public, au-delà de l'aspect, je dirais, un peu mythifié de la réserve comme grenier fantastique, etc., mais qui est de parler de conservation préventive ou de conservation-restauration. Et donc en 2014, nous avions réalisé cette exposition qui s'appelait Objets restaurés, patrimoine exposé, qui a eu une deuxième vie cette année dans une forme panneau un peu plus légère, et où nous avions réalisé un certain nombre de petites vidéos des différents personnels, que ce soit le service de l'inventaire, la régie, et évidemment les conservateurs, restaurateurs qui interviennent au musée. Voilà, c'est une alternative parce que je dirais quand même que malgré tout, on ne peut pas non plus accueillir tout le temps du public dans une réserve, et ce nombre doit être, malgré l'attrait du public, encadré et sans doute réservé à des occasions peut-être plus exceptionnelles, mais qui en font aussi tout leur prix. Merci.